Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une semaine et demie après avoir tourné la dernière vidéo. Et donc ça parlait de cette défaite de l'équipe de France face à la Suisse. Là on revient pour une espèce de preview avant la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. Mais avant ça je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des analyses footballistiques que je peux fournir dans toutes mes vidéos. Et je tiens à préciser aussi que dans les prochaines vidéos, je mettrai en avant une collaboration que je vais entamer avec le site de pronostic BetIBC. Vous le connaissez pas encore, vous allez le connaître dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, voilà, je suis heureux de vous annoncer que la première collaboration de cette chaîne va arriver très prochainement. Parlons tout d'abord des deux matchs de demi-finale qui ont opposé d'un côté l'Italie face à l'Espagne et de l'autre l'Angleterre face au Danemark. Pour l'Italie et l'Espagne, c'était un match très serré, il fallait s'y attendre, ces deux équipes qui collectivement sont bien rodées, bien huilées, et par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de l'Euro, l'Italie qui avait montré un football paillette, un football impressionnant offensivement, a retrouvé un peu sa nature du catenaccio, avec un bloc compact qui redescend face aux assauts espagnols, et finalement c'est l'Italie qui a eu le dernier mot. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je trouve que cette Italie mérite d'aller en finale. Alors je dis pas que l'Espagne ne le méritait pas forcément, mais voilà, petit coup de cœur pour cette Italie qui est flamboyante avec des individualités très intéressantes. Mais au-delà de ces individualités, je trouve qu'il n'y a pas un seul joueur star qui prime sur les autres, c'est un collectif. C'est un collectif cohérent où tous les joueurs sont traités de la même manière et le fait de mettre de côté la starisation de certains joueurs fait qu'on a un groupe solidaire qui se bat les uns pour les autres. Autre match, l'Angleterre et le Danemark. Tout le monde voulait voir le Danemark se qualifier en finale. Moi personnellement je préférais l'Angleterre parce que j'avais envie d'avoir une belle affiche de l'Euro avec deux équipes qui sont de grandes sélections nationales. Alors c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir le Danemark en finale parce que depuis les déboires lors de leur premier match et le malaise cardiaque d'Eriksen et puis la défaite face à la Belgique lors du deuxième match, on n'y croyait pas du tout à cette équipe et finalement ils ont montré le contraire lors du troisième match de la phase de groupe et lors des phases finales. Donc une équipe voilà, pétillante qui a proposé du jeu, insouciante aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément la même pression que les grosses sélections nationales. On s'est dit voilà, contre l'Angleterre, le Danemark joue avec insouciance, il se pose pas de questions, donc ça peut pencher sur la balance. Et finalement l'Angleterre qui s'est arrachée jusqu'au bout, après l'égalisation de l'Angleterre 10 minutes après avoir encaissé ce coup franc incroyable du Danemark. Les Danois ont poussé jusqu'à la prolongation, les Anglais ont montré énormément de détermination, on avait l'impression qu'ils étaient en pleine forme, physiquement c'était assez saisissant, au contraire des Italiens, mais ça je vais en parler tout à l'heure, dans la forme physique des deux équipes. Et donc voilà l'Angleterre qui a marqué ce penalty à l'instar de Kane, donc un penalty très discutable. On peut dire qu'il n'y a pas penalty, mais c'est le football, ça arrive, on a des problèmes quand la VAR ne fonctionne pas, et de l'autre avec de mauvaises décisions arbitrales parce que l'arbitre est humain. Mais c'est quand même dommage de se dire qu'une équipe est qualifiée en finale à cause d'une décision arbitrale. Donc ça c'est un fait qui ne doit pas être isolé. Mais l'Angleterre a tout autant mérité sa qualification. Moi ce qui me dérange, c'est surtout que l'Angleterre, depuis le début de la compétition, ont joué 6 matchs sur 7 à Wembley. Et ils vont jouer la finale à Wembley. Et ils interdisent les supporters étrangers de rentrer dans leur territoire. Donc en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, ça penche clairement pour les Anglais. Et ça peut faire une différence parce que pendant un an, les équipes de foot n'ont pas eu de supporters. Et le fait de voir ce retour des supporters, bah ça pousse une équipe. Et surtout que l'Angleterre attend un titre depuis 1966. Alors ça, je voulais en parler parce que les Anglais disent souvent « Football is coming home ». Parce que ça fait 55 ans que l'Angleterre ne s'est pas qualifiée en finale d'une compétition officielle. Ils avaient gagné la Coupe du Monde en 1966 avec Bobby Charlton. Et depuis, aucune finale de Coupe du Monde, ni de finale de l'Euro, puisque l'Angleterre n'avait jamais fait de finale de l'Euro jusqu'à maintenant. Donc c'est une grande première pour cette sélection qui vient d'un pays qui a créé le football en 1863. Donc quand les Anglais disent « Football is coming home », c'est du second degré. Mais c'est marrant de se dire, est-ce qu'à un moment, le football a été à la maison, a été dans cette maison? Est-ce que le football, à un moment... a été chez les Anglais. C'est à part en 1966, il n'y a pas eu énormément de faits marquants de la sélection anglaise et c'est bien triste pour un pays qui se revendique comme détenteur de ce sport, comme créateur de ce sport. Mais revenons sur les fondamentaux et sur la forme physique des deux équipes entre l'Italie et l'Angleterre. Du côté de l'Italie, on a des joueurs qui ont un match de repos en plus par rapport à dimanche, mais on l'a vu contre l'Espagne, ils étaient complètement séchés. Normal, vu le football qu'ils ont proposé, tout le temps à chercher à marquer,
et donc ça s'est ressenti sur le terrain. Et du côté anglais, on a un match de repos en moins et en plus on a des prolongations dans les jambes face au Danemark. Mais on a vu les Anglais en pleine forme dans ces prolongations. C'est assez compliqué de se prononcer sur la forme physique, mais en tout cas, j'ai mis des informations sur la table. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'était intéressant de se pencher là-dessus. Au niveau du parcours des deux équipes, l'Italie a affronté des gros en phase de finale, la Belgique et l'Espagne. Ça fait plus de 30 matchs que cette équipe n'a pas perdu de match depuis 2018. Et donc c'est assez impressionnant. C'était le cas avant l'Euro et donc on se disait est-ce que pendant l'Euro l'Italie va continuer à être aussi impressionnant. C'est le cas et surtout à part le match contre l'Espagne on ne retrouve plus une Italie qui verrouille derrière, qui est défensive, qui est chiante à regarder. Là on a eu une Italie pétillante. Moi je prenais énormément de plaisir à voir cette équipe. Donc Mancini a eu le problème de choisir entre Jorginho, Barella, Verratti, Locatelli, Pessina au milieu de terrain. C'est assez compliqué mais c'est un bon problème. En tout cas on l'a vu hein. Même Pessina a marqué lors de cet Euro, Locatelli a mis un doublé, Barella est incroyable, il a même marqué un but, Jorginho qui joue un rôle clé dans chaque match et qui a marqué le penalty décisif face à l'Espagne, et Verratti qui on va dire est l'élément qui permet aux Italiens de contrôler le jeu à chaque match. Et donc je mets une exception sur le match Italie-Espagne parce que l'Espagne a complètement bouffé les Italiens en termes de rythme de jeu, en termes de pressing. Du côté des Anglais c'est l'opposé des Italiens puisque lors des phases de groupe on a eu une Angleterre un peu en difficulté, notamment face à l'Écosse, ce match nul et deux autres matchs gagnés avec la plus petite des marges, 1-0. Et puis en phase finale, progressivement on a retrouvé une Angleterre qui commençait à se découvrir. En huitième de finale face à l'Allemagne, c'était une Angleterre un peu ronfleuse. On avait du mal à s'enthousiasmer devant cette équipe. Mais à partir des quarts de finale face à l'Ukraine et ce 4-0, et puis ces demi-finales, on a vu une Angleterre qui est enthousiaste dans son jeu, qui joue crânement sa chance et qui est solide défensivement, comme les Italiens. Donc on peut assister à un match serré, verrouillé, peut-être avec des buts, mais en tout cas, ça va se jouer au coude à coude. Au niveau des individualités côté italien, je vais mettre en avant Federico Chiesa qui est tout simplement incroyable. Il joue avec un culot exceptionnel, notamment son but face à l'Espagne sur cette contre-attaque. C'est un joueur qui ne réfléchit pas et qui a un sens aiguisé du but. Et donc je pense que c'est le joueur qu'il faudra surveiller côté italien. Il a pris progressivement la place de Berardi côté droit parce que c'était Berardi les premiers matchs qui étaient alignés. Mancini s'est rendu compte que Chiesa était plus performant et donc le voilà dans le 11 titulaire. Toujours côté italien, il y a un milieu de terrain qui est monstrueux avec Jorginho, Barella et Verratti. Et puis l'Italie aussi est bonifiée par sa défense et le tandem Bonucci-Chiellini qui ressemble à des joueurs de 20 ans. Mais ils se connaissent par cœur les deux, ils jouent à la Juventus depuis très longtemps, donc il y a des automatismes qui se font très naturellement et c'est pour ça que cette charnière est efficace. Mais comment ne pas faire un bon Euro sans un gardien de classe mondiale? Donnarumma a montré enfin qu'il était le grand gardien dont tout le monde espérait et donc on espère qu'il va confirmer ça lors de cette finale. Maintenant côté anglais, Harry Kane a repris confiance petit à petit. Les premiers matchs ont été compliqués pour lui, il cherchait son premier but et maintenant il est haut dans le classement des buteurs de cet Euro. Mais en tout cas voilà, il a retrouvé ses aptitudes et ça va être voilà, un joueur à surveiller forcément. Mais je pense qu'en dehors de Kane, le joueur qui est vraiment à surveiller et hyper dangereux côté anglais, on l'a vu lors de cette demi-finale face au Danemark, c'est Sterling. Sterling qui a permis aux Anglais d'obtenir un penalty dans les prolongations, est un joueur vraiment avec une capacité de percussion importante et avec une efficacité redoutable en 1 contre 1. Il provoque ses adversaires, il est rapide, il est bon en dribble et je pense que ça peut faire la différence côté anglais. Donc d'un côté Chiesa, d'un côté Sterling, donc c'est deux joueurs offensifs, mais en tout cas c'est deux joueurs qui m'ont marqué lors de ces deux demi-finales et qui seront certainement importants lors de la finale, qui joueront certainement des rôles clés. Alors au niveau du système de jeu, pour l'Italie c'est pas compliqué, depuis le début de l'Euro c'est un 4-3-3 et donc on risque de retrouver ce système de jeu en finale. Côté anglais, il y a deux systèmes de jeu qui ont été alignés, presque du 50-50, le 3-4-3 et le 4-2-3-1. Et donc les Anglais en fonction de l'adversaire choisissent leur système de jeu. Donc moi je mets ma petite pièce sur un 3-4-3 dimanche pour les Anglais, peut-être qu'ils voudront verrouiller avec en position défensive 5 défenseurs, donc les deux pistons qui reviennent aux côtés des 3 défenseurs centraux. Donc je mets ma petite piécette là-dessus, ou peut-être que les hommes de Southgate vont essayer de jouer crânement leur chance offensivement et aligner un 4-2-3-1 avec un numéro 10 qui peut être Mount, qui peut être Grealish, et j'ai oublié le troisième joueur. Mais vous pouvez me le dire en commentaire. Normalement il y a un troisième joueur qui peut jouer numéro 10,
Je suis sûr c'est un oubli assez important. Mais voilà, en tout cas, il y a ce 4-2-3-1, il y a ce 3-4-3 en possibilité pour les Anglais. En tout cas, moi, je pense 3-4-3. Avant de vous quitter, je voulais parler des faits historiques des deux équipes. Parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une identité et un palmarès. Du côté italien, c'est 4 Coupes du Monde gagnées et 1 Euro remporté en 1968. Et du côté anglais, c'est une Coupe du Monde en 1966. Une Coupe du Monde controversée qui a été jouée à Wembley en majorité pour les Anglais. Controversée parce que des buts qui ne devaient pas avoir lieu ont été accordés pour les Anglais. Donc il y a eu 4-2 face à la RFA, mais en dehors de ça, les Italiens pour remporter ce match devront s'appuyer sur leur histoire, sur leur moment de gloire, et les Anglais devront oublier la leur, oublier leur histoire qui est pleine de déboires et de désillusions à part cette Coupe du Monde 1966. En tout cas, c'est pas la même approche pour ces deux équipes. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en dehors du fait que ce soit deux équipes hyper intéressantes à regarder, qui sont à leur plus haut niveau ces dernières années, il y a un fait historique aussi à mettre en avant qui est totalement différent entre les deux équipes. J'ai hâte d'assister à ce match dimanche. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire, en tout cas moi je vais donner le mien. Et comme tous les autres matchs, je pense qu'il y aura des prolongations avec un partout entre l'Italie et l'Angleterre et un but de l'Italie en prolongation. Si c'est tir au but, je vois l'Italie remporter cette finale. Et donc voilà, moi je suis vraiment du côté italien. Je trouve qu'il y a vraiment une hype. Et en termes de football, de production de jeu, je trouve que l'Italie a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Les Anglais c'est plus la bagarre, les duels. Donc c'est pas le même football. Pour moi ça pencherait du côté italien. Prolongation, un deuxième but de l'Italie, 2-1. Ou tir au but et victoire de l'Italie. Parce que voilà, les Italiens en tir au but, je pense qu'ils sont bons, plus forts que les Anglais. Ils vont moins craquer sous la pression. On a vu Chiellini qui était hyper à l'aise avec Jordi Alba. Donc je pense que c'est un exercice qui est plus à l'avantage des Italiens. Même si on pourrait dire aussi que c'est du 50-50 cet exercice. Mais voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de toutes ces analyses. Et c'est pas fini parce que demain je sortirai une vidéo Mercato Paris Saint-Germain. Et lundi une vidéo analyse pour le match de ce dimanche. Je remercie tous ceux qui sont là depuis le début. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao ciao.